C'est le boulier japonais? Oui, j'ai vu deux, trois choses dessus, oui. Ouais. Internet et Emmanuel Klein en a beaucoup parlé au sujet de la pandémie. Klein, c'est un chercheur. Et quand vous êtes expert dans un domaine, vous vous rendez compte que quelquefois, Internet est complètement à côté de la plaque. Et pas dans tous les domaines, hein, mais dans certains domaines, hein, ne serait-ce que, vous savez, tout ce qui a été, tous les bruits qui ont couru au sujet du Covid, il y a des termes pour exprimer ça, c'est ipsédixitisme par exemple, qui veut dire, l'allocution latine, mais ça existait à l'époque aussi, ça veut dire le maître l'a dit, donc si le maître l'a dit, c'est que c'est vrai. Hein. Sauf que le maître, en l'occurrence Internet aujourd'hui, eh bien, il peut se tromper. Et au niveau du boulier japonais, Internet est complètement à côté de la plaque. Mais bon, on n'est pas nombreux à le dire. Hein. Mais moi, je suis expert pour tous les bouliers. Je connais le boulier iranien, je connais le boulier chinois, je connais le boulier russe, je connais le boulier européen, je connais la bac à jetons qui a été utilisée avant la Révolution. Donc, si vous voulez, quand je m'exprime, je connais les tenants et les aboutissants. Et sur Internet, les gens qui jugent, eh bien, connaissent essentiellement le boulier japonais, alors que le boulier japonais n'a pas d'intérêt pédagogique. Alors, je ne vais pas, au cours de la formation, on en touchera deux mots. Voilà. Donc là, maintenant, on va prendre on va lancer le diaporama. Le diaporama qui doit être quelque part par là, expérimentation, peut-être formation, bibliographie, c'est pas là, alors peut-être document de cours, voilà. Alors vous avez reçu le support de cours? Oui. Donc ce support de cours, il y a 200 ou 300 pages, n'hésitez pas, surtout si vous voulez donc aller un petit peu plus loin. Ce support de cours, on fera quelques références au support de cours, mais si vous voulez, c'est le détail du livre. Il y a le livre, mais en 80 pages, on ne peut pas tout dire. Donc le support de cours va plus loin. Et la formation, eh bien la formation, c'est un résumé, si vous voulez, pour faire comprendre aux enfants c'est un résumé de la méthodologie, mais la méthodologie, on la retrouve dans le support de cours essentiellement. Voilà, donc on charge le diaporama, je vais partager l'écran. Peut-être enregistrer. Voilà, enregistrer. Partager du contenu, voilà. Partager, ça arrive. Là, on va voir les histoires de demain, à la fin de la séance. Partager. Alors, si tu veux bien partager, je suis d'accord. Voilà, ça arrive. Voilà. Diaporama à partir du début, voilà. Alors, est-ce que... Oui, je vais peut-être régler la caméra extérieure. Voilà, braqué sur l'écran. Voilà, parfait. Donc, on est dans le cadre d'une association depuis 2009. Hein. On s'est d'abord intéressé aux difficultés en maths, qui existent depuis les années 2000, qui sont mesurées en France depuis les années 2000 grâce aux enquêtes internationales. Hein, le classement en Europe n'est pas reluisant. Hein, la France arrive toujours bon dernière.
Est-ce que vous connaissez les... au moins, ce que disent les médias? Qu'est-ce qu'il me fait là? Annuler. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il ne veut pas vous partager cet écran? Non, mon diaporama, il est où? Voilà, il est là. Donc là, vous voyez l'écran? Oui. C'est bon? Donc, d'après vous, quelle est l'origine des difficultés en maths? Alors, coupez votre vidéo peut-être. Alors, vous avez un menu en bas, voilà. Oui. Donc là, c'est bon, vous avez coupé votre vidéo. Alors, faites attention au niveau du microphone. Vous pouvez aussi, le microphone, vous pouvez le couper, parce qu'il y a des bruits parasites quand vous bougez sur le bureau, des papiers par exemple, ou que Oscar donne un coup de pied sur la table, on va entendre beaucoup. Bon là on est seul, donc ça ne présente pas de difficulté pour les autres, mais ça évite les bruits parasites. Donc le microphone, vous pouvez le couper et le réactiver si vous avez besoin d'intervenir. D'accord, ça marche. Je le coupe tout de suite. Voilà. Mais n'hésitez pas à le réactiver. Voilà, parfait. Hein. Donc n'hésitez pas à le réactiver pour poser une question. Hein. Si, on va le voir. Là, parce que je ne définis pas encore, hein, mais on va voir les écrans. Donc, alors, ces difficultés, vous diriez quoi? Hein, là, je vous interroge, donc vous pouvez mettre... qu'est-ce que vous... Alors, les causes du déclin, ça, c'est un diapo qui a été fait il y a quelques années, donc on ne savait pas... On n'avait pas défini exactement quelle était la difficulté majeure. Mais maintenant, on le sait, a priori, et donc on va communiquer bien sûr sur le sujet. Quelle est la difficulté majeure qu'on rencontre en France, d'après vous? Est-ce que c'est la formation des enseignants? Est-ce que c'est le niveau des enseignants qui est trop faible en maths? Est-ce que c'est la... Qu'est-ce que c'est qui pose problème? Je pense que c'est multifactoriel. Oui. Nécessairement d'un problème de formation, enfin initialement. Oui. Parce que c'est une conception de la vie en général qui est faite sur de l'abstraction. Exactement. Qui fait qu'on a du mal, en étant jeune, à se construire dans autant d'abstraction. Exactement. Voilà. Okay. Donc vous avez, je crois que le principal problème en France, c'est l'abstraction. Parce que la Révolution nous a imposé, il y a eu les abbassistes qui défendaient la bac à jetons, qui étaient tenus, les abbassistes c'était essentiellement l'Église, et les algoristes qui étaient les tenants de l'abstraction en maths, et ce sont les algoristes qui ont gagné, parce que de l'autre côté il y avait l'Église, et que la Révolution, voulant régler son sort à l'Église, a interdit la bac à jetons qui était un bon instrument concret. Donc depuis, eh bien, on construit les mathématiques de façon complètement abstraite et ça a eu des rejaillissements sur l'Europe, bien sûr, avec les guerres napoléoniennes, etc. et sur le monde entier. On a arrêté l'utilisation des abacs parce que justement, ça avait commencé à la Révolution, ça s'est répandu à l'Europe, et aujourd'hui, même les Chinois ont abandonné leur boulier. Donc nous, on essaye d'alerter les instituts Confucius pour leur dire, mais attendez, au plan pédagogique, vous êtes en train de bazarder votre patrimoine national. Alors qu'aujourd'hui, on a une vérité scientifique qui se cache derrière le boulier. Donc, alors, dans cette abstraction, il y a un gros problème qui est passé sous silence à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle la numération de Condorcet. Donc on verra ça tout à l'heure à la fin du cours. Est-ce que ça vous parle, la numération de Condorcet?
Non, pas vraiment. Alors, vous me le rappelez à la fin du cours, c'est les irrégularités. Les irrégularités de la langue française. En chinois ou dans les langues asiatiques, il n'y a aucune irrégularité pour nommer, dans les mots qu'on utilise ou dans les expressions qu'on utilise, pour nommer les nombres jusqu'à 100. Donc dans les langues asiatiques, aucune irrégularité. Dans les langues slaves, le russe, etc., aucune irrégularité. Dans les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu et tout ça, aucune irrégularité. En italien, aucune irrégularité. Dans les langues anglo-saxonnes, combien d'irrégularités? Il y en a deux, hein, 11 et 12, pareil en allemand. Hein. Dans les langues hispaniques, 5 irrégularités. 11, 12, 13, 14, 15. Et je crois qu'on dit 16. Donc, 5 irrégularités dans les langues hispaniques. En français, combien d'irrégularités, madame? Je ne me rappelle plus votre prénom, c'est Anne, non? Jane. Votre prénom, c'est? Jane. Ah, Jane, d'accord, c'est vrai, oui, Jane. Jane. En français, je sais pas, je dirais, je sais pas, 7. Je rigole. 47, madame. Dont 9 doubles irrégularités pour 90, etc. Donc 47 irrégularités, on verra à la fin du cours comment y remédier. Vous comprenez bien que la première chose que les enfants apprennent, c'est la numération. Ce qu'on dit à compter. Et déjà, il y a un blocage. Et je vais vous citer le cas qu'on a repéré chez une maman sa gamine à 3 ans. Et elle lui apprenait à compter. 47, 48, 49, 50. 57, 58, 59, 60. 67, 68, 69, 70. Vous savez ce qu'elle a dit, la gamine? Arrête de dire des bêtises, maman. Donc, pour elle, elle l'a pris à la rigolade, la gamine, de 3 ans. Mais imaginez tous les blocages que ces 47 irrégularités font. Donc, très probablement, la seule chose qui nous distingue vraiment de tous les pays étrangers, c'est cette foutue façon de nommer les nombres en français. 47 irrégularités, c'est-à-dire quasiment la moitié des mots qui sont utilisés ou des expressions qui sont utilisées pour nommer les quantités, les nombres entre 0 et 100. Donc aujourd'hui on en est convaincu, nous, mais c'est quelque chose qui est complètement oublié par nos dirigeants. Donc ceux qui ont la clé, c'est l'Académie française. L'Éducation nationale serait tout à fait d'accord pour revenir à la numération de Condorcet. L'Académie des sciences serait tout à fait d'accord. Et l'Académie française, en l'occurrence Michel Serres dans son décès, nous a bloqués dans les années 2010, mais on va revenir à la charge. Voilà. Donc je passe sur les difficultés que vous connaissez. Alors, on a beaucoup, si ça vous intéresse, on pourra aller un petit peu plus loin dans le cadre de l'association. Actuellement, on forme une dizaine de formateurs, mais vous pourrez tout à fait rejoindre le cursus si ça vous intéresse. Et donc, on revient bien sûr sur l'origine de notre modèle, qui est constructiviste, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qu'a écrit Piaget dans un tout petit livre de 100 pages qui est très peu connu, et où il nous a donné l'idée du modèle. Lui, il s'occupait de ses gamins, Piaget, et donc il a imaginé ce modèle pour simplement la notion de multiplication qui reliait à l'addition. Donc il n'avait pas vraiment la bonne idée,
mais mathématique, on va dire, mais ça nous a donné l'idée de la construction du modèle. C'est-à-dire que quand vous parlez, Piaget, il parle d'abstraction empirique. L'abstraction empirique, c'est par exemple cheval. Cheval, vous l'associez à l'animal, vous associez le mot et l'animal très facilement. Pourquoi vous associez le mot et l'animal très facilement? Parce que... Je sais ce qu'est un cheval. Et voilà, parce que vous avez croisé des chevaux, vous savez ce que c'est un cheval. Un enfant, il sait ce que c'est un cheval. Oscar, tu sais ce que c'est un cheval. Et Piaget appelle ça une abstraction empirique. Ouais, oui, je sais ce que c'est un cheval. Voilà. Et est-ce que tu as monté des chevaux déjà, ou des poneys? Peut-être pas, mais bon, c'est une excellente activité qu'on peut continuer même quand on est âgé comme moi. Donc, le cheval, tu as croisé des chevaux, donc tu sais associer cheval et le mot et l'image. Vygotsky va parler d'image technique, donc on verra ce que c'est une image technique. Est-ce que, alors là c'est pour ta maman, est-ce que vous savez ce que c'est, Jen, est-ce que vous savez ce que c'est je vais trouver le terme, un vilebrequin? Vous savez l'écrire. Je ne sais pas si ça prend 2 L ou... Un vilebrequin. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Et oui, alors... J'ai rencontré le terme, mais je ne sais pas ce que c'est un vilebrequin. Et oui, et on demande ça aux dames très souvent, parce que c'est une pièce mécanique. Les hommes savent habituellement ce que c'est, quand ils sont versés un peu dans la mécanique, mais bon, il y a des femmes versées dans la mécanique aussi, mais c'est vrai qu'il y a une minorité de femmes qui savent ce que c'est un vilebrequin. Donc, vous n'avez pas l'image technique qu'on va voir avec Vygotsky, et donc vous ne savez pas ce que c'est, alors que vous connaissez le mot. Donc, il y a plein de choses comme ça, on connaît le mot, mais on ne connaît pas le sens. Si vous ne connaissez pas le sens, c'est que vous n'avez pas la bonne image technique. D'où l'importance de cette image technique qu'on va définir. Le vilebrequin, c'est une pièce mécanique d'un moteur qui transforme le mouvement linéaire en mouvement de rotation. C'est-à-dire que les pistons se déplacent de façon linéaire, verticale, et ce mouvement est transformé en mouvement de rotation pour les roues grâce au vilebrequin. Voilà. C'est un système qui permet la transformation d'un mouvement linéaire en mouvement de rotation. Et l'image que vous allez garder, c'est l'image du pédalier du vélo. Le pédalier d'un vélo, c'est un vilebrequin, parce qu'il transforme le mouvement vertical des pieds ou des jambes en mouvement de rotation pour les roues. Donc un vilebrequin, c'est un pédalier de vélo. Donc maintenant que vous avez l'image technique, eh bien, vous n'oublierez plus jamais le sens de vilebrequin. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que maintenant, vous avez une image technique, qui est le pédalier du vélo. D'accord? Donc Oscar, pareil. Maintenant, tu sais ce que c'est un vilebrequin. C'est un système qui permet de transformer le mouvement linéaire en mouvement de rotation. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec un pédalier de vélo. D'accord? Alors, l'intérêt de Vygotsky, c'est cette histoire d'image, d'abstraction empirique, et lui a défini, parce que c'est un psychologue, c'est un sociologue, il a écrit avec des mots compliqués, donc il a défini le passage d'un palier 1 Pn à un palier Pn 10n plus 1, c'est-à-dire que la construction mathématique ne se fait pas à partir d'une image empirique ou à partir d'une abstraction empirique, ça se fait par 2 étapes, transition, généralisation. Nous, on appelle ça transition. En maths, c'est ce qu'on appelle, Oscar, la démonstration. Quand on démontre quelque chose,
nous, on parle plutôt de transition parce que ce sont des démonstrations qui sont très, très simples. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de transition qui fait appel à, qui a un sens minimal. Hein. Transition, c'est un terme des mécaniques quantiques, mais ça veut dire de passage d'un état à un autre, mais tout petit passage. Hein. Nous, on va utiliser le modèle de l'échelle. Quand on passe d'un barreau à un autre, c'est un tout petit passage, hein, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour passer du barreau 1 au barreau 2. La généralisation en maths, eh bien, c'est ce qu'on appelle des théorèmes, des formules, des définitions, etc. Donc, ces deux étapes, nous, on va les rencontrer systématiquement. Transition, généralisation. Alors, pour répondre, Jane, à votre problématique, eh bien, on part toujours de concret, c'est-à-dire que soit d'un exemple, mais au cours de la construction de cette échelle, on est parti au départ de concret. On va revenir sur le sujet. Et quand vous démarrez avec du concret, eh ben vous gardez le concret jusqu'à la fin. Hein. Mais quand vous démarrez avec de l'abstrait, eh ben vous gardez l'abstrait jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Donc on va voir de quelle manière on construit, grâce à cette transition, les choses de façon, les notions mathématiques de façon concrète. La généralisation, ben, c'est simplement la définition, l'expression, la définition mathématique, hein, donc il faut bien une généralisation, mais la transition, elle est partie au départ de choses concrètes. Ensuite, Vygotsky a complété. Il ne se connaissait pas, Vygotsky et Piaget, parce que Vygotsky a subi les foudres de Staline et tous ses écrits ont subi comme on dit, l'embargo. Hein. Ses écrits ne sortaient pas de Russie, d'URSS à l'époque, parce que Staline avait mis ses textes sous embargo. Donc Piaget ne connaissait pas Vygotsky. Par contre, les écrits de Piaget, ils sont à peu près contemporains, hein, les écrits de Piaget arrivaient jusqu'à Vygotsky. Et Vygotsky, quelquefois il critiquait Piaget, mais Piaget, après la traduction de Vygotsky dans les années 54, après la mort de Staline, Piaget a dit « c'est dommage que je n'ai pas », parce que Vygotsky est mort très jeune en 1934, Piaget a dit « c'est dommage que je n'ai pas pu connaître Vygotsky parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde ». Voilà. Alors Vygotsky a écrit un gros pavé de 1000 pages qui s'appelle La pensée verbale ou quelque chose comme ça, et il aurait pu économiser des centaines de pages en faisant ce schéma. Ce schéma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la pensée, quand on pense, Oscar, quand on pense, je vais faire du vélo. Hein, je vais faire du vélo, je suis en train de faire du vélo. Par quoi est constituée la pensée? Hein, là, on est un peu dans l'abstraction, hein, mais bon, quelquefois il faut, hein, c'est de la philosophie avant l'heure. Quand on dit « je suis en train de faire du vélo », quand est-ce que tu as fait du vélo la dernière fois? Peut-être. Ce matin, je fais du vélo. Ce matin, tu as fait du vélo. Alors, quand tu repenses à ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu te dis? Quelle est la pensée? Ce matin, j'ai fait du vélo. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te dis? Quand tu dis j'ai fait du vélo ce matin, Ouais. comment ça au fait que tu as fait du vélo? Tu te vois avoir fait du vélo, tu vois l'environnement, tu fais... Voilà. Ah, c'est Voilà, c'est ça. Je fais quoi? Ouais, t'arrives pas bien à le définir, mais ta maman a bien vu. Donc, en fait, quand la pensée, ce matin j'ai fait du vélo, en fait, il y a deux choses qui interviennent dans la pensée. Il y a le langage automatique, c'est-à-dire la verbalisation. Hein. Je dis, ce matin j'ai fait du vélo. Hein. Donc, c'est du texte, c'est des mots, mais qui participent à la pensée. Hein. On dit j'ai fait du vélo ce matin, hein, et on utilise le langage pour dire ça. Mais il y a aussi qu'est-ce que tu as vu ce matin à vélo?
Quel film tu pourrais te dérouler dans la tête ce matin? T'étais où pour faire du vélo? J'étais partie dans la rue. Eh ben voilà, donc tu vois la rue. La pensée technique, l'image technique, eh bien, participe à la pensée. Hein? J'ai fait du vélo, tu pourrais compléter. Si tu penses que pour toi, ben, tu ne vas pas décrire la rue. Si tu veux l'expliquer à quelqu'un, eh ben, tu vas décrire la rue. Hein? Je suis monté sur le trottoir, j'ai pas le droit, mais je l'ai fait quand même, etc. Donc, la pensée verbale, c'est le langage plus l'image technique. Et c'est important parce que cette image technique, elle va être très importante pour les mathématiques en général. Donc cette image technique, c'est le troisième, c'est la représentation, c'est le troisième palier ou le troisième niveau qu'on va utiliser dans notre modèle. Donc notre modèle, c'est transition, généralisation, représentation, on dit TGR. Et toutes les mathématiques peuvent se construire de façon concrète, grâce à la transition et à la représentation, ça va se construire de façon concrète. La généralisation, eh bien, c'est la définition, ça reste un peu abstrait puisque c'est des mots. Hein. Voilà. Mais notre représentation, on va voir que c'est très important. Il y a un autre concept qui est important, c'est cette notion de stabilité. Les images techniques dont Vygotsky accorde une importance à ces images, le cerveau, il les mémorise assez facilement. Mais pour les garder dans le temps, eh bien, il y a une histoire de stabilité qu'on a découvert il y a peu de temps. C'est Johan Fahrenfurt, un chercheur hollandais, qui a montré à l'IRM fonctionnel. Vous savez ce que c'est l'IRM fonctionnel, Jen? C'est un IRM dans lequel on peut bouger ou parler. Voilà. Au contraire des IRM classiques, on vous dit ne bougez pas. À l'IRM fonctionnel, on peut échanger. Donc, à l'IRM fonctionnel, il a montré que deux images concurrentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, hein, mais tout ça, on a écrit sur le sujet. Hein. Deux images concurrentes, eh bien, sont ces deux images concurrentes, le cerveau, le soir, quand il retraite les images, eh bien, quand il a deux images concurrentes qui arrivent, vous savez ce qu'il fait, le cerveau? Non. Eh bien, il les efface. Hein, on peut imaginer deux images concurrentes, ces deux images dont la probabilité est pour chacune de 50%. Le cerveau, il ne sait pas choisir, donc il efface. Et ça met en cause un adage que tous les enseignants connaissent, c'est-à-dire qu'on a l'idée de... On dit dans l'enseignement, et moi c'était une vérité pour moi avant 2013, on dit la diversité des présentations est source d'enrichissement pour les élèves. Eh bien, ça, c'est vrai, à condition que la notion que l'on veut illustrer soit parfaitement définie avec une image technique principale. À ce moment-là, on peut enrichir les élèves par d'autres formes de présentation. Mais pour la définition de la notion première, eh bien, il ne faut pas prendre 36 exemples. On prend une image, on définit la notion et on n'introduit pas d'image concurrente. Parce que le cerveau, lui, les enfants, si vous leur dites « Ah ben t'as pas compris comme ça, je te l'explique autrement. Ah tu comprends toujours pas. Ah ben je te l'explique d'une troisième manière. » Vous imaginez bien que la nuit suivante, le cerveau de l'enfant, il va tout effacer. Donc, il faut absolument privilégier
un modèle, en maths au moins, un modèle unique, donc qui va permettre de construire de façon stable la notion en question, avec une image que l'enseignant va proposer, parce que à l'école, vous savez ce qu'on a dit, la transition c'est la démonstration, la généralisation c'est les définitions et tout ça, donc tout ça on le fait à l'école, plus ou moins. Mais la représentation, jamais un enseignant ne dit l'image technique c'est important, je vous donne l'image technique de la notion, il faut retenir cette image technique, comme ça vous allez retenir cette notion votre vie entière. Et l'image technique en mathématiques, les premières images techniques qu'on va avoir, sont des images techniques qui vont être apportées par quoi? D'après vous maintenant? Quelles sont ces images techniques qui vont nous servir en premier lieu? C'est le sujet. Hein. Eh bien, quelles sont les images techniques? oui, qu'est-ce qui va nous apporter des images techniques dès la fin de ce cours? Qu'est-ce qu'on va utiliser qui va nous donner des images techniques? Je sais pas. Non, ben vous allez voir, mais les doigts, le boulier. Le boulier, ça va être un générateur d'images techniques. Et comment voulez-vous avoir une bonne maîtrise de la numération? Bon, il y a des enfants qui y arrivent, hein, Oscar y est arrivé, nous on y est bien arrivé, mais vous y êtes arrivé avec quand même un petit goût amer. Donc, alors que démarrer au boulier, c'est clair comme de broche, hein, on va voir pourquoi. Donc là, vous voyez bien que pour un enfant de 3 ans, ces images ne conviennent pas. Il n'y en a qu'une qui convient pour un enfant de 3 ans. C'est quoi parmi ces 5 images? Pour un adulte, ça a à peu près la même signification. Pour un enfant, la seule qui va convenir, c'est bien sûr le cheval, avec la crinière, la queue, la tête, les 4 pieds. Un enfant, il doit se représenter le cheval comme ça, et non pas comme un fer à cheval, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est important d'avoir une image unique et principale pour les enfants. Pour l'écriture, la lecture et l'écriture, bon, le A, je passe rapidement, hein, vous pouvez reprendre le diaporama, bien sûr. Le A, en fait, c'est une lettre qui vient du hiéroglyphe en araméen, mais probablement aussi en égyptien, qui voulait dire le roc. Et le A, ça vient de là. Les 2 cornes du A, ça vient de ça. Mais aujourd'hui, on a complètement oublié l'image du départ. Donc, le A et le B, c'est pareil. B, c'était la maison. Le A et le B sont 2 lettres symboliques qui n'ont plus aucun lien avec leur sens originel. Vous êtes bien d'accord? Donc, on construit la lecture-écriture à partir de symboles qui ne veulent plus rien dire. Hein, on construit. Et pour les mathématiques, malheureusement, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, est-ce que pour vous, ça a du sens? Mais pour un enfant de 3 ans, ce sont des symboles abstraits. Est-ce que le 6 parle de la quantité? Est-ce que vous retrouvez dans le symbole 6 une image de la quantité? Non. Comment? Non, on n'en trouve pas. Mais pour... Si on a changé... Oui, mais pour toi, Oscar, ça a du sens. Mais parce que tu travailles sur le sujet depuis 5 ans. Hein. Mais à l'origine, 8, est-ce que ça a le sens de la quantité 8? Hein, pour toi, tu fais... Michel, Oui, j'avais une question. oui. Dis-moi. Avec un bout, tu peux compter jusqu'à un chiffre infini? Avec quoi? Avec le boulier? Bien sûr.
Bien sûr, c'est ça qu'on va voir. Donc, il faut retenir que les chiffres ne veulent rien dire. On construit une abstraction, comme a dit ta maman, et l'abstraction, elle démarre dès le départ, dès les premiers chiffres, sans parler des difficultés en rapport avec la langue française. Donc, vous voyez, on construit l'échelle logico-arithmétique avec notre modèle, représentation, généralisation, transition, etc. Mais au départ, on va partir d'un socle, et ce socle, c'est ce qu'on appelle les notions spontanées. Donc là, on n'a pas le temps de voir, mais nous, on construit les mathématiques de façon complètement concrète, à partir de 5 notions spontanées. C'est Vygotsky qui a attiré notre attention sur le sujet, mais lui, il n'était pas mathématicien, et donc il n'a pas listé ces notions spontanées. Il a bien vu qu'il y avait des notions qui étaient spontanées. Spontanées, on peut dire naturelles ou innées. Hein? C'est un peu le même sens. Vygotsky parle de notions spontanées, Euclide parle de notions naturelles, nous on parle de notions spontanées comme Vygotsky. Donc ces 5 notions spontanées sont en fait les axiomes d'Euclide. Vous connaissez, John, les axiomes d'Euclide? Bon, vous pourrez retrouver ça dans le support de cours, je pense dans le livret 1. Hein. Le support de cours, il est divisé en 9 livrets, je crois. Donc dans le livret 1, vous pourrez retrouver les notions spontanées et puis aussi les notions naturelles d'Euclide. Donc l'égalité. Première notion spontanée, l'égalité. Ça ne se démontre pas. C'est quelque chose d'inné, l'égalité. Deuxième notion spontanée, c'est le partage. Mais je n'ai pas dit le partage égal, hein. Le partage simplement. Depuis la nuit des temps, les clans, les familles autour du feu se partagent la cueillette. Hein. La notion de partage, c'est quelque chose d'inné. L'égalité, donc, c'est lié au partage aussi. Hein. C'est quelque chose d'inné. Il ne faut pas expliquer à un gamin que 3 chocolats, que s'il n'a qu'un chocolat et que son copain a 3 chocolats, il ne faut pas lui expliquer longtemps que ce n'est pas un partage égal. Hein. Ensuite, il y a les quantités de 3, c'est ce qu'on va voir maintenant, qui sont des notions spontanées. Et enfin, pas enfin, mais les tableaux. Le tableau, c'est la répartition du clan ou de la famille autour de la table. Eh ben, il y a des millions d'années, c'était autour du feu, il y a 1 million d'années, hein, le feu ça date à peu près de cette époque, il y a 1 million d'années, eh bien, c'était toujours la même répartition autour du feu, hein. Tout le monde prenait toujours les mêmes places, et c'est ça qui a rendu la notion de tableau de façon innée. La notion de tableau, les gamins, il n'y a pas besoin de leur expliquer longtemps pour un tableau. Et la cinquième notion, c'est la base 5, les 5 doigts de la main. Donc on verra ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai sauté? La stabilité, l'image technique. Juste, est-ce que vous connaissez la corde à 13 nœuds? C'est comme l'histoire du vilebrequin. La corde à 13 nœuds. Non, je connais pas la corde de 13 nœuds. Toi, tu ne connais pas, Oscar. Eh bien, la corde à 13 nœuds, c'est une corde qui a 12 intervalles, qui permet de construire des intervalles. Les artisans, ils connaissent la règle des 3, 4, 5. 3, un triangle, 3 de côté, 4 de côté, et 5 pour le 3e côté. Eh bien, ça forme obligatoirement un angle droit. Donc, c'est une règle que les artisans utilisent, mais qui est utilisée avec la corde à 13 nœuds depuis l'Antiquité. On reviendra sur le sujet quand on verra le système sexagésimal. Bon, notre boulier. Eh bien, notre boulier, en fait, exploite le fait que les grandeurs 1, 2 et 3 sont connus depuis la petite enfance. Des bébés de 2 mois
reconnaissent, il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites, les quantités jusqu'à 3. On fait l'expérimentation avec des écrans qui cachent des poupées, par exemple. Il y a 2 poupées au départ, on baisse l'écran, on fait rentrer une 3e poupée, on lève l'écran. 2 solutions. Soit il y a 3 poupées, et le bébé de 2 mois regarde la situation, tout va bien, il y avait 2 poupées, on a fait rentrer une 3e poupée, il y en a 3 maintenant, donc son regard, que suivent les caméras, passe à autre chose. Par contre, si on lève l'écran et qu'il n'y a toujours que 2 poupées alors que le bébé a bien vu qu'on avait fait rentrer une 3e poupée, eh bien vous savez ce que fait le regard du bébé? Eh bien il fixe la situation plusieurs minutes durant, il ne comprend pas. Il y avait 2 poupées, on en a fait rentrer une 3e, et il n'y en a toujours que 2. Donc, ce fait-là prouve que, et on fait de différentes situations, 1 plus 2, 1, 2 plus 1, etc. Et donc, on sait par ces différentes expériences, mais pas seulement, on sait aussi par le fait que les peuples racines, comme on dit, les peuples d'Amazonie ou d'Australie, eh bien, ne comptent que jusqu'à 3 habituellement. Ils disent 1, 2, 3, et après ils disent beaucoup, très beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'image technique correspondant au nombre au-delà de 3. Alors que jusqu'à 3, on a l'image technique. Donc je vais passer au tableau. On va arrêter le partage. Donc la perception immédiate, oui, il faut que je vous montre quand même ça. C'est justement ces quantités 1, 2, 3. On les perçoit immédiatement. 400 millisecondes, c'est le temps que met la vue pour transmettre au cerveau. Mais à partir de 4, vous voyez que le temps, c'est la courbe du haut. À partir de 4, eh bien, vous voyez que ça augmente très vite. À partir de 5, encore plus vite, etc. Donc, en fait, les quantités 1, 2 et 3, on les détecte immédiatement. Et à partir de 4, 5, 6, on ne peut pas le percevoir immédiatement. Et vous savez pourquoi? Pourquoi, d'après vous? On perçoit les quantités immédiates, les quantités 1, 2 et 3 immédiatement. Et à partir de 4, le temps de perception augmente très vite. 4, 5, 6. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on est obligé de compter. Vous voyez que 3, vous voyez les 3 barres immédiatement. En dessous, vous ne pouvez pas me dire combien il y a. Oscar, combien tu vois de barres? Combien tu vois de barres en dessous? Là, moi, je vois 3 barres. Ah non, j'en vois... Non, ok, non, bah non. Je vois 1 V et 3 barres. Oui, Ça fait... au-dessus. Ça, c'est perception immédiate. Et en dessous, tu vois quoi? 7. Combien? 7. 7 barres. Et comment tu as fait pour dire que c'était 7? Tu as fait la seule façon possible, tu as compté. D'accord? Alors que pour 3, tu vois tout de suite que c'est 3. Tu n'as pas besoin de compter 1, 2, 3. Et c'est ça la base du brouillé. D'accord? Voilà, donc on va passer au brouillé. J'arrête mon partage. Et aux mains, j'arrête mon partage, j'arrête le partage. Voilà, j'arrête le partage, j'arrête le partage. Parfait. Donc, vous voyez le tableau maintenant. Vous voyez le tableau? Donc, en fait, pourquoi on a nos mains devant les yeux depuis des millions d'années. Les hominines, ça date les premiers exemplaires, ça date de 7 millions d'années. Donc, au Tchad, on a trouvé un ancêtre de 7 millions d'années. Donc, depuis 7 millions d'années, on peut dire qu'on a nos doigts et nos mains devant les yeux. Et depuis 7 millions d'années, on sait, par exemple, le cerveau est un peu feignant, on a mis des mots. Ça passe pas bien. Ah oui, c'est-à-dire que
Donc là, oui, c'est ça, tu as raison. On va reprendre, le tableau, voilà. Tac. Donc, eh bien, la première chose, 1, 2 et 3, hein, je vais reprendre peut-être avec... alors là, c'est la séance 01, hein, on peut regarder ce qui se passe dans le titre. Voilà. Séance 01, et on appelle ça l'hypothèse. Hypothèse ou les mâles. Hypothèse. Les mâles. Voilà. Okay. Donc, les chiffres romains se sont appropriés cette notion de subtilisation. Les chiffres romains, et donc depuis des milliers d'années, hein, eh bien, donnent une représentation parfaite de la construction telle que nous on l'envisage. Donc ce n'est pas le hasard. Si les Romains ont choisi, il n'y a pas que eux, hein, 1, 2, 3, alors 4, on a vu qu'il fallait compter pour 4. Eh bien, les Romains, effectivement, ont compris ça. Et à l'origine, les Étrusques, ils écrivaient 4 comme ça. Hein, et ils ont abandonné cette représentation pour passer à l'écriture en 2 étapes. 1 pour aller à 5. D'accord ? 1 pour aller à 5. Et donc, ce calcul de l'écart, eh bien, c'est ce que on représente avec les doigts comme ça, c'est-à-dire qu'on voit le doigt baissé, et comme on ne sait pas percevoir immédiatement 4, eh bien, le cerveau va calculer. Le doigt replié, ça veut dire que c'est 4. Alors bien sûr, on peut compter, hein, les enfants comptent, mais l'objectif, justement, c'est d'avoir une représentation qui évite d'écrire les 4. On voit le doigt baissé, donc on sait que c'est 4. On voit le doigt baissé, donc on sait que c'est 4. Et en fait, les Romains, eh bien, en prenant cette forme, ils représentent l'écart entre 1 et 5. Hein, d'accord ? Le doigt replié. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça représente pour les Romains ? Qu'est-ce que ça représente pour les Romains Eh bien... Ça représente 5 ? Oui, ça représente 5. C'est-à-dire que pour les Romains, 5, eh ben, il n'y a aucun doigt replié. Tu es d'accord? Donc c'est 5. On ne peut pas compter, 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif, c'est d'avoir une représentation unique. Donc, la représentation unique, eh bien, les Romains se sont dit, eh ben, on va appeler ça une main. C'est-à-dire qu'on échange, et on va retrouver la même chose au boulier, on échange 5 contre une main. Et ça ressemble à quoi, là, cet angle du pouce et de l'index? Ça ressemble à un V. Eh ouais. Donc, le V, il ne faut pas écouter ce qui se dit sur Internet. Le V, c'est ça. Hein, c'est l'angle, une main. C'est une main. D'accord? Et ensuite, on va construire, donc, une main et un doigt, une main et 2 doigts, une main et 3 doigts, une main et 4 doigts. Alors là, on retrouve la construction, hein, et on va voir avec les doigts, et ensuite on va voir le symbole X. Donc en fait, on a une main. Alors, bon, pour Jane, quand on représente avec 2 mains, hein, et à l'école on ne le fait pas, c'est dommage, mais pour nous, ça c'est 0. D'accord? Tous les doigts sont repliés. Hein, donc, quand on représente une main et un doigt, vous reconnaissez 6, bien sûr. Une main et 2 doigts, vous reconnaissez 7. Hein. Alors, arrêtons-nous un instant sur 7. 7, qu'est-ce qu'on voit? On voit une main.
on voit deux doigts. Hein, donc ça, c'est perception immédiate. Deux doigts, c'est une perception immédiate. Mais on voit en même temps les trois doigts repliés en perception immédiate, puisque c'est toujours inférieur à 4. Donc, on voit deux doigts, perception immédiate du complément aussi. Donc, deux doigts et une main, perception immédiate, une main et deux doigts, c'est 7. D'accord? Ensuite, une main et trois doigts, eh ben, c'est 8. D'accord? Et là, c'est quoi là? Qu'est-ce que je représente, Oscar? Tu représentes 9. Oui, mais comment tu dois le voir? Ouais, oublié. Je devrais le voir avec un doigt. Replié. Un Donc, doigt. ouais, un doigt replié. Hein, ici, un doigt replié. Donc, c'est 4. Mais quand il y a une main en plus, c'est 9. D'accord? Et c'est ce que ça veut dire ici. Un doigt replié, donc c'est 4 sur une main, mais comme il y a une autre main, c'est 9. D'accord? C'est cette représentation de la main correspond exactement à la représentation romaine. D'accord? Au chiffre romain. Et ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, Oscar? Là, ça représente 10. 10, une main, et là, comment on doit le décomposer? Hein? En V. Et oui, c'est-à-dire qu'on n'a aucun doigt replié, donc c'est une main. Donc on a deux mains, et le X romain, c'est ça. Hein, c'est les deux mains dont les pouces se rejoignent. Hein. Donc ça veut dire deux mains. Deux mains, donc 10. D'accord? Donc c'est assez intéressant les chiffres romains, mais il n'y a pas que les Romains. Les Mésopotamiens, on verra le système sexagésimal un peu plus tard. C'est quoi le système sexagésimal, Oscar? J'ai pas bien entendu. Le système sexagésimal. C'est quoi? C'est quoi, ouais. Donc c'est le système qui permet de compter les minutes et les secondes dans l'heure. Hein, il y a 60 secondes, hein, il n'y a pas 100 secondes dans une minute, il y a 60 secondes. Et dans une heure, il n'y a pas 100 minutes, il y a 100 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et donc ce système sexagésimal, c'est le système qui existait en Mésopotamie il y a 5000 ans, et ce système-là, il s'écrivait, en fait, c'était les phalanges. Hein, il comptait avec les phalanges, je vais vite, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiens, 12, la douzaine d'œufs, la douzaine, etc. Donc ce système-là, il a perduré pour tout un tas pour le temps, mais parce que il y avait les cadrans solaires qui divisaient en 12 heures de jour, 12 heures de nuit, les 12 mois, etc. Tout ça, c'est le système sexagésimal. Et dans le système sexagésimal, ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'en fait, le système sexagésimal, c'est un système qui utilise les phalanges, donc 3 phalanges, 1, 2, 3, et on représente les phalanges, 1, 2, 3 par exemple. Pour 4, ça va être 3 phalanges. Hein, ça c'est sur les... On a retrouvé ça sur les... en terre cuite, les tablettes d'argile, hein, sur les tablettes d'argile. Donc 4, c'est 3 phalanges plus 1. Hein, 5, c'est 3 phalanges. Hein, vous voyez, la base 3. Hein, on revient à nos 3 perceptions immédiates. Vous voyez, ça se perçoit immédiatement. 3, pour percevoir 5, on perçoit 3, on perçoit 2. C'est une autre façon que le système romain. Hein. Pour 6, on va percevoir immédiatement, toujours en base 3, on va percevoir 6. En fait, c'est 2 fois 3, c'est 3
3 et 3, hein, etc. Hein. Donc, ce système-là utilisait déjà la base 3 parce que les antiques, les anciens, eh bien, avaient bien pris conscience que les 1, 2, 3, c'était des quantités qui servaient de base. Hein. Au lieu de construire avec nos 10 symboles, eh bien, on va construire au boulier, bien sûr dans le système décimal, on va construire à partir d'1, 2, 3, comme on l'a fait avec les mains. Hein. Donc, ça pour le système sexagésimal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Si, les chiffres chinois. En chinois, on écrit 1, 2, 3, voilà. En brahmi, c'est pareil. Et vous voyez que jusqu'à 3, on utilise eh ben, la représentation comme les chiffres romains, sauf que c'est un horizontal. Pour 4, il y a un symbole. Pour 5, il y a un symbole. Pour 6, il y a un symbole. Donc jusqu'à 3, on représente par des barres, comme les Romains, et après, ils ne construisent pas, ils utilisent d'autres symboles, en chinois comme en brahmi, mais toujours 1, 2, 3, c'est différencié. Et ça nous amène, vous avez vu que le cerveau, il est feignant, le cerveau humain, il est feignant, il s'est arrangé pour avoir des images jusqu'à 3, parce que ça suffit. On a vu que dans les différentes représentations, on n'avait pas besoin d'avoir d'images techniques au sens de Vygotsky, au-delà de 3. On peut tout construire à partir de 3, hein, parce qu'on l'a de façon innée dans le cerveau. Donc c'est une des premières notions spontanées qui, bien sûr, que le boulier utilise. Le boulier, c'est la continuation des mains. Hein, un doigt, 2 doigts. Là, comment tu fais pour me dire quelle est la représentation au boulier, Oscar? Comment tu fais pour... Je sais pas trop, je compte... Ah non, faut pas compter. Justement, il ne faut pas compter. Tout le principe du boulier, c'est que tu vas pouvoir lire sans compter. Parce que tu utilises les quantités, comme les chiffres romains, comme les Mésopotamiens, tu utilises des quantités qui sont perceptibles immédiatement. Là, c'est un doigt replié. Donc, si c'est un doigt replié, ici, tu en as combien? Tu en as combien ici? J'en ai 4. Eh oui, mais tu comptes pas. Hein, quand tu veux activer 4, tu fais comme ça. Tu actives à partir d'une perle non activée. Tu sais que le reste, c'est 4. Et alors, le défaut qu'il faut absolument éviter, c'est de dire 1, 2, 3, 4, comme on fait à l'école. Hein. 4, c'est ça. Du coup, ça veut dire qu'on lit finalement presque par le bas. Oh, non, pas forcément, parce que là, tu lis bien par le haut. Le boulier, c'est par rapport à la barre centrale. Là, tu perçois immédiatement que c'est 3, mais tu vois aussi qu'il y a le complément à 5, c'est 2. Oui, c'est vrai. Tu vois tout. Hein, et tu n'as pas besoin de... Donc, si on continue, on a 4, hein, donc j'active 4. Si on continue, qu'est-ce que tu vois là? Là, je vois rien. Ben, tu vois ça. Ah oui, ça. C'est-à-dire, pas de doigts repliés, donc c'est 5. Je ne vais pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas de doigts repliés, c'est 5. Alors après, ben, je fais cette opération contre une main. Hein? J'échange 5 doigts contre une main. D'accord? Et la main gauche, en l'occurrence ça, et ça peut être, on peut parler de main gauche ici, hein, 2 doigts. Ensuite, je continue. 6, hein? 7, immédiatement je vois une main et 2 doigts, hein, c'est immédiat. Là, immédiat, une main et 3 doigts. Là, de la même façon, on construit comme les Romains, hein. Eh bien, je vois un doigt replié, ou une perle non activée. On parle de perle, hein. Les japonais, ils parlent de boule. Hein.
Moi, je préfère parler de perle. C'est le même en chinois, c'est le sens perle. Donc ça fait 9. Et là, ça fait 9. On dit une perle non activée, donc c'est 4, mais comme il y a une main, c'est 9. On est dans cette logique-là. On est dans cette logique-là. D'accord? Une main, voilà. On est dans cette logique-là. Donc, l'intérêt du boulier, c'est que, après 9, hein, vous voyez, il n'y a pas de perle activée. Donc, c'est 5, une deuxième main, la main droite, hein, c'était la représentation, c'est le X rondin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'intérêt du boulier. C'est que la main, elle est limitée à 10. Ça revient à échanger. Hein, il y a un enfant qui échange ses 10 mains, ses 10 doigts contre les 10 doigts d'un petit copain, par exemple. Et ce petit copain, eh bien, il est à côté, mais il va libérer de ce fait, hein, les gamins, ils parlent de checker, hein, comme les Américains. Donc, le gamin va libérer ses 10 doigts en échangeant ses 2 mains contre les 2 mains du petit copain, c'est-à-dire que le petit copain va remplacer les 2 mains de son copain, et ainsi, le petit copain de départ, eh bien, lui, il a ses doigts qui sont libérés pour aller plus loin. Et combien tu lis, Oscar? Bah, ça fait... Oula, attends. Ça doit faire... Pardon, pas. Ça fait 11. Voilà. Sauf que, moi, je vais vous dire, non, ça fait pas 11, ça fait 10, 1. Bon, effectivement, c'est 11. Mais vous voyez bien que le boulier permet de reconstruire toute la numération de façon très, comme le prévoyait donc Condorcet. On peut dire, et puis Oscar, voilà, tu peux le penser, le dire, parce que ça va t'aider au boulier. Ça, c'est 12, mais on va dire 10, 2. On va dire 10, 3 aussi. Hein, bon, toi, tu n'as plus besoin de ça. Tu sais que 13, c'est 10, 3. Mais mets-toi à la place d'un enfant de 6 ans, eh ben, il préférerait découvrir 10, 3 plutôt que 13. Hein. Il préférerait découvrir 10, 4 plutôt que 14. Il préférerait qu'on dise 10, 5 plutôt que 15. Et il préférerait dire 10, 6 plutôt que 16. Toutes les langues utilisent cette façon de nommer, hein, sauf nous, malheureusement. Hein. Mais il faut se mettre à la place d'un gamin de 6 ans ou de 5 ans, ou comme la gamine tout à l'heure, de 3 ans, qui dit « Maman, tu racontes des bêtises hein, ». Parce que la première réaction, c'est de dire ça. 16, tu dis des bêtises, c'est 10, 6. Comme après, on dit 17, et là, on redevient régulier. Hein. 18, voilà, on devient régulier. 19, on est régulier. Et là, eh ben là, non, là, on dit 20. 20, c'est idiot. Donc, c'est duante. Duante qu'on échange, duante. Voilà, ça c'est duante. Après, duante 1, duante 2. 30, on devient régulier. 40, on est régulier. 50, on est régulier. 60, on est régulier. Ensuite, 60, on est régulier. Mais là, qu'est-ce que c'est comme nombre, Oscar hein? Là, il y a 0. Hein? Oui, du coup, ça fait 20... Ah. Oui, fais attention, hein, parce qu'on a du mal. Là, attention, c'est une main. Là, c'est 50. Là, c'est 500, etc. Faire attention. On a du mal au début à percevoir que là, c'est une main d'unité, donc 5, une main de dizaine, donc 50, une main de centaine, donc 500, etc. Ah. Et là, donc, c'est combien? Dizaine, ok. Et oui, c'est une main de dizaine. Et là, quel est ce nombre? Ah, mais je veux même faire, on va le dire comme ça. Quel est ce nombre-là? Ça fait combien ça? Bah ça devrait faire...
Et oui, parce que tu as appris, t'as appris avec les chiffres et pour toi, c'est pas une représentation normale. Alors que ta maman, elle lit combien? Ça fait 71. Et oui, et oui, et oui. Sauf que moi, je dis pas 71, je dis 71. Ah ouais. Comme les Belges ou les Suisses, je dis 81, je dis 91. Ouais. Et là, ça change tout. Vous imaginez bien. Hein, les difficultés, on apprend logiquement. Et jusqu'à maintenant, on est dans la logique donc les enfants ne sont pas obligés de dire « Maman, tu racontes des bêtises ». Comprenez? Voilà. Bon, donc on a vu les hypothèses de travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Jen, de cette approche nouvelle? Ah ben, c'est une gymnastique de l'esprit pour réussir. Alors, déjà, la partie historique était très intéressante. Oui, Ça, c'est sûr. et oui. Mais maintenant, vous découvrez le boulier. Bon, pour vous, c'est une gymnastique parce que vous êtes obligé, pour un adulte, vous êtes obligé, et Oscar, on peut dire que c'est un adulte, vu son âge, donc vous devez désapprendre. Alors, Oui, cette gymnastique, voilà, il faut la faire au début, ça vient très vite, hein, mais effectivement, il y a un désapprentissage à prévoir. Pour les adultes, voilà, alors qu'un enfant de CP, pour lui, c'est une évidence. Hein. Ben oui. Hein, vous comprenez, il n'a pas... Vous, il faut effacer certaines choses, mais bon, ça se fait rapidement. Il faut savoir aussi que les adultes, au départ, quand on travaille avec le boulier, on est tellement marqué au fer rouge, si vous voulez, que on a du mal quelquefois, et puis quand on fait des calculs au boulier, on a l'impression que le cerveau il chauffe, hein, parce que c'est une gymnastique, comme vous dites, qui n'est plus naturelle parce qu'on l'a appris autrement. Mais oui, Une dernière question. oui. Là, d'accord, le chiffre que vous affichez, c'est 5, ça fait 91. C'est ça. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on ferait, par exemple, 33 avec, ouais. Ah ouais. D'accord, hein? Donc là, vous pouvez faire toute la gymnastique que vous voulez. Hein. Ah, mais ça va venir très vite. Alors, essayez de travailler, et puis je dis pour vous deux, hein, essayez de travailler donc l'affichage de la numération au boulier hein, avant d'attaquer l'étape d'addition ou la construction du nombre et l'étape d'addition. Donc, il faut, pour la semaine prochaine, essayer de faire cette gymnastique de représentation. Hein. Mais pensez les doigts et les mains. Hein. C'est la meilleure façon d'avancer. D'accord? Bon, alors cette gymnastique, Jen. Alors, au début, on s'attend quelquefois. Là, vous voyez bien que l'approche est différente. Hein. Donc, quelquefois, on ne pense pas à ce désapprentissage. Alors, on essaye on pense que le boulier, ça va permettre de résoudre les difficultés. En fait, il faut remplacer l'approche abstraite par une approche concrète. Là, vous voyez bien que c'est concret. Hein, 33, ça vous parle. Hein, alors bien sûr, vous pensez 33 comme ça. Hein. Pour vous pensez 33 comme ça. En fermant les yeux, l'approche qu'il faut avoir, pour Oscar c'est pareil, quand vous fermez les yeux et que vous dites 33, vous voyez ça. Vous voyez le nombre. Non, il faut vous obliger, en fermant les yeux, à voir 33 comme ça.
Et on peut le faire, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez les 3 boules? On va faire un peu plus 23 par exemple. Est-ce que vous voyez 23? Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez les perles? En plus, on voit même un peu les couleurs. Hein. Oui, c'est possible. Voilà, c'est cette gymnastique qu'il faut faire. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas voir le nombre, il faut vous obliger à voir ça. Surtout vous. Du coup, j'avais juste une dernière question. Oui. Comment? Pour faire 10, Oui. Est-ce que c'est le deuxième du haut? Oui, alors, pour faire 10, c'est simple, il y a 3 représentations. Il y a une première représentation qui est celle-là, hein, c'est-à-dire c'est une main et 5 doigts. Il y a une deuxième représentation, c'est 2 mains. Et il y a une troisième représentation, c'est le petit copain qui, lui, il a les mains dans les poches, mais on sait qu'il a 2 mains de 10 doigts au total. Ok. Et pourquoi c'est pas... Alors, la représentation de 10, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le minimum de perles. Alors, on évite d'écrire 10 comme ça, mais quelquefois, dans le calcul, on y arrive, on a 10 comme ça. Et donc, il faut réduire, et c'est pour ça qu'on fait les échanges. On fait les échanges, et 10 s'écrit comme ça. Et ça n'aurait pas pu être une boule verte du haut qui aurait été collée sur la barre? Ça fait 50. Ah oui, ça a fait 50, exact. Et oui, attention. Alors, la petite abstraction qu'il faut faire au boulier, c'est la seule, c'est que ces perles n'ont pas les mêmes valeurs. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre une petite main ici, une main ici et un doigt ici, peut-être. Au début, c'est pour les 5 premières minutes, pour bien se souvenir que même ces perles qui sont absolument identiques, eh bien, elles n'ont pas la même représentation. Ça, c'est des mains, ça, c'est des doigts. D'accord? C'est la seule abstraction qu'il y a dans le boulier, et puis qui est pas compliquée. Très bien, bah on va s'entraîner alors. Voilà. Voilà. Et donc, pour vous, ça vous demande un petit effort, mais bon, c'est la... Oui, mais il faut juste un petit cap à passer, et puis je pense que... Voilà, c'est un cap à passer. Hein. Entraînez-vous, manipulez, et puis surtout, représentez-vous les bouliers, hein, plutôt que de penser au nombre. Voilà, Jen et Oscar. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, puis bon week-end. Au revoir. Au revoir. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.